Bonjour à tous, bienvenue chez Cinema In, et aujourd'hui on va parler de cinéma horreur gothique. Mais avec une nouvelle formule, parce que cette fois-ci, j'ai des amis à moi. Bienvenue chez Cinema In, et aujourd'hui, c'est horreur gothique. Comme je vous le disais, je ne suis plus tout seul maintenant, ça y est. Enfin, j'ai du monde avec moi. Et il y aura d'autres émissions dans ce style-là avec d'autres personnes que certains d'entre vous connaissent. Parce qu'il y a des vieux briscards de Cinéma In qui vont revenir. I'll be back. Mais les présentations s'imposent. Donc, comment t'appelles-tu? Comment ça va? Alors moi c'est Aude, ça va bien. J'ai 14 ans et je suis encore au collège, donc je travaille pas dans la vie pour l'instant. Et je suis là aujourd'hui pour parler cinéma avec vous. Voilà. Alors, Aude est une nouvelle arrivée de l'association Cinécène Life. Et voilà, c'est une personne qui aime le cinéma, ça tombe bien. Et tu vas en faire ton métier aussi. Oui, plus tard. Plus tard. Et on croise les doigts pour toi pour que tu y arrives. On va essayer de te Merci. donner un coup de main du mieux qu'on peut. Et à ma droite, on retrouve... Bonjour, moi c'est Kevin, j'ai dans ma tête 25 ans, mais officiellement j'ai 32 ans. Et moi je tente aussi de percer dans le cinéma et je suis réalisateur et scénariste. C'est dans une autre asso qui s'appelle, et toi aussi d'ailleurs, Aude, une asso qui s'appelle Archimède Film, qu'on salue parce qu'on se connaît et voilà, on est des copains, on discute parfois, on échange ensemble et on a un futur projet ensemble, donc voilà, salut Archimède. Et voilà. Et aussi tu réalises aussi et tu écris, je crois aussi, pour une chaîne Oui. YouTube. Pour une chaîne YouTube qui s'appelle Histoires en haut, qui est une association basée en Picardie, dans les Hauts-de-France, quoi. D'où le nom. Et c'est quoi le concept? Alors le concept, ce sont des fausses interviews, des petits sketchs, des faux flash infos, avec des personnages de contes Mhm. ou des personnages de films, enfin de tout type de personnages, même de personnages historiques. Et c'est fait aussi pour faire découvrir l'artisanat des Hauts-de-France. Aujourd'hui, on va parler de films d'épouvante gothique. Avant de commencer, pour vous, ça représente quoi, le gothisme? Enfin, l'horreur gothique? Moi je dirais des choses assez sombres, mais pas non plus terrifiantes. Je dirais sans vraiment voir trop de sang, sans voir des créatures un peu trop mystiques. Mm. Vraiment des choses un peu presque dans le paranormal. Alors moi je dirais que c'est surtout une ambiance, un style visuel et un mélange aussi de réalisme et en même temps de baroque et de surréalisme. Quand on pense aussi, horreur gothique ou épouvante gothique, il y a un nom qui revient en tant que réalisateur, c'est Burton. Donc c'est Tim Burton qui est fan d'horreur gothique et surtout de deux films dont on va parler, qui a été une très grande influence pour lui. Voilà, l'horreur gothique, pour lui en fait, c'est Sleepy Hollow, c'est Dark Shadows. C'est Édouard Main d'Argent aussi, d'une certaine manière aussi, parce que il y a un acteur qui représente l'horreur gothique dans ce film. Et justement, oh la transition, nous allons parler du premier film, et c'est Aude qui va en parler, parce qu'elle l'a vu, et c'est La chute de la maison Usher. La chute de la maison Usher, ça parle d'un homme qui décide un jour d'aller rendre visite à sa fiancée, qu'il n'a pas vue depuis un très long moment. Et arrivé là-bas, il se rend compte qu'en fait, il peut pas la voir parce que son frère a décidé qu'en fait, c'était pas possible parce qu'elle était malade. Sauf que lui, ce qu'il veut, c'est la voir, logique. Donc du coup, il va tout faire pour aller la voir, sauf qu'en fait, il se rend compte que dans la maison, il se passe des choses bizarres. Mais bizarres, vraiment bizarres. Mhm. Et donc il décide de rester la nuit dans cette maison pour essayer de voir sa fiancée. Et le matin venu, en fait, le frère donc, de sa fiancée lui annonce qu'elle est morte. Pour mettre un peu le contexte, c'est une adaptation d'Edgar Allan Poe, donc le grand écrivain gothique, on est vraiment là-dedans.
Donc c'est réalisé par un certain Roger Corman, qui est probablement le réalisateur américain le plus fou qui soit, parce que c'était quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de budget tout au long de sa vie, mais qui a fait du cinéma tout au long de sa vie. Je crois qu'il continue à en faire d'ailleurs, il a plus de 90 ans je crois. Et il continue à en faire, bon maintenant il est plus producteur. Et aussi Roger Corman est quand même le seul mec qui a lancé à la fois Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Sylvester Stallone, James Cameron, Jack Nicholson. Enfin voilà, il a lancé vraiment tous ces gens-là dans le milieu. Tu en as pensé quoi De ce film? Ouais. Eh ben, j'ai beaucoup apprécié. D'habitude, les films des années 60, 50, tout ça, c'est des choses qui m'ennuient assez parce qu'on change pas beaucoup de plans, parce que les acteurs surjouent beaucoup, parce qu'on retrouve les mêmes plans encore et encore. Et là, en fait, ça allait vite, c'était assez rythmé et on voyait qu'il y avait vraiment des idées derrière, en fait. Et c'était vraiment intéressant. Bah, il y a aussi le fait que, pour le coup, il est bien aidé à Roger Corman parce qu'il y a un acteur particulier en fait dans ce film, c'est Vincent Price. Donc Vincent Price, j'en ai déjà parlé dans d'autres cinéma-in. Vincent Price, en fait, c'est le visage du cinéma gothique américain. Parce qu'il y en a d'autres, mais ils sont anglais, voilà, sont tous anglais. Et Vincent Price, en fait, a fait toute une série d'adaptations d'Edgar Allan Poe avec Roger Corman, donc Roger Corman en tant que réalisateur. Et La Chute de la Maison Usher, c'est le premier. C'est le premier d'une... C'est pas une saga, mais c'est vraiment... Une sorte de série. Ouais, c'est une sorte de série, une série Poe. Même s'il y en a un, on se rapproche plus de Lovecraft que de Poe. Et Vincent Price, en fait, c'était quelqu'un qui était considéré comme un acteur qui surjouait. Ah oui? Ouais. Pour le coup, tu l'as vu, mais il est très sobre. Oui, très Voilà. sobre. Il y a d'autres films où il n'est pas sobre du tout. Mais après, ça renforce aussi son aspect d'acteur culte, en fait. Mais c'est quoi, en fait, qui t'a le plus marqué, en fait, dans le film, sans forcément dévoiler Dans le film, plutôt niveau écriture ou plutôt réalisation? les tout ce deux, qui va être... les deux. Je pense que c'est vraiment le travail de la couleur aussi. Ouais. Je pense le travail de l'image et de la couleur qui m'a le plus plu. Et le plus marqué. Bah, ça m'étonne pas. Non, ça m'étonne pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, faut reprendre aussi dans le contexte, c'est que ce film-là a été une réponse d'une autre firme anglaise. C'est-à-dire qu'on est en 1960 et 2 ans auparavant, il y a eu la Hammer Film, donc c'est la compagnie anglaise de cinéma d'horreur, enfin plutôt d'épouvante, parce que je vous montre n'importe quel film de L'une des plus connues, surtout. l'une des plus connues surtout, qui sort à la fois coup sur coup Frankenstein s'est échappé, donc il y a un épisode sur Cinéma qui en parle, et surtout Dracula, enfin le cauchemar de Dracula. Et en fait, ces deux films-là sont vraiment fondateurs du genre gothique, je veux dire par là en couleur. Il y a une nuance en couleur, parce que le cinéma gothique existait déjà bien avant. Je pense aux films de la Universal, donc les Frankenstein, Dracula, La Momie, Le Loup-Garou. C'est des films qui sont ancrés quand même dans le gothique. Il suffit de voir les châteaux, il suffit de voir l'ambiance en noir et blanc, le fumigène, etc. C'est très, 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 très ancré dans le gothisme. Et là, pour le coup, en fait, la Hammer a fait ces deux films-là à la fois en couleur, un gros travail sur la lumière, et il y a du sang. Un petit peu. On n'est pas encore arrivé dans le gore, en fait. Le gore est arrivé un peu plus tard. Mais c'est vraiment ces deux films-là qui ont vraiment fait réveiller les autres producteurs et se sont dit « Ah, ça marche bien, allez, on va faire pareil ». Et aux États-Unis, en fait, Roger Corman, on lui a proposé de faire Edgar Allan Poe en réponse à la Hammer, parce que ça marchait bien, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il y a un gros travail sur la lumière, sur l'ambiance, etc. Et pour ma part, en fait, la chute de la Maison Usher, ce qui m'impressionne, c'est, tu parlais d'écriture, mais c'est ça. Et je trouve que l'écriture de ce film est super. Mais aussi les autres comédiens.
Vincent Price est excellent dedans parce qu'il joue très sobrement et il le fait bien. Mais il y a aussi l'autre comédienne, je ne sais plus son nom, qui est superbe, je Oui, trouve. la comédienne, ouais. oui. Ouais, Qui joue ouais. la fiancée, oui, c'est vrai Oui. qu'elle en impose, qu'elle est vraiment, qu'elle joue vraiment bien son personnage de oui, je dois être malade, mais en même temps je suis bien, mais en même temps être mystérieuse. Ouais. Et il y a un côté aussi, je trouve, dans ce film, c'est un... Mine de rien, quand même, ça aborde quand même pas mal de thématiques. Alors certes, c'est une adaptation de Poe, donc Poe aussi, il avait énormément de thématiques dans son écriture. Mais ce film-là, en fait, aborde aussi, un petit peu, il y a un côté incestueux, en fait, entre le personnage de Vincent Price et sa sœur. Le côté, je veux garder ma sœur pour moi tout seul, je veux garder prisonnière, en fait, la sœur C'est ça. dans le château. Donc toi, tu n'as pas vu La chute de la maison Usher. Je ne l'ai pas vu, non. Mais je suis curieux maintenant. Ouais, voilà. Mais je vous invite vraiment à découvrir ça. Pourquoi aussi? Parce que on parle de l'actualité. Il y a la série Netflix, Qui vient de sortir. qui vient de sortir, donc La chute de la maison Usher. Je ne l'ai pas encore vu, je vais regarder ça. J'ai vu quelques critiques qui disent que c'est plutôt bon, que c'est une bonne adaptation et une bonne réinterprétation en fait de l'histoire. Parce que c'est pas la première adaptation, celle de Roger Corman, il y en avait une française dans les années 20, évidemment en noir et blanc, muette, et je ne sais plus qui l'a réalisé, je le mettrai en dessous. Qui est juste magnifique. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail sur la lumière, sur les contrastes, sur une ambiance aussi particulière. Je pense qu'il y est, on peut le visionner gratuitement vu que c'est un film muet et en termes de droit, c'est assez plus facile. C'est plus facile d'accès. Et ouais, c'était français, la première adaptation de La chute de la maison Usher. Pourquoi j'ai choisi ce film-là pour toi? Parce que je me suis dit c'est une bonne porte d'entrée pour découvrir aussi le monde du gothique. Ouais, le monde du gothique, et c'est une bonne porte en fait, je trouve, parce que mine de rien, il y a tout en fait dans La chute de la maison Usher. C'est-à-dire, tu as l'ambiance, tu as un gros travail sur la lumière, tu as un acteur emblématique de ce courant-là, tu as une histoire assez forte, et en fait, tu découvres aussi le système D, bizarrement. Enfin, pas bizarrement, mais voilà, tu découvres littéralement le système D, c'est-à-dire comment avec peu on arrive à faire quelque chose. Et en gros, je défends l'idée de c'est pas parce que tu as des millions à je sais pas quand que tu. Enfin voilà, il y a des moments où il vaut mieux avoir pas beaucoup, parce que justement tu travailles aussi ta créativité. Ouais, avec l'imagination. Avec l'imagination, et tu te dis comment je fais pour faire ce que j'ai envie de montrer. Ça, c'est un truc qu'on voit aussi dans d'autres films d'horreur, entre guillemets, bien plus tard, notamment les premiers Carpenter et même le premier Evil Dead de Sam Raimi. C'est quand on n'a pas d'argent, il faut avoir des idées. Oui, c'est exactement ça. Le cycle est extrêmement intéressant. En plus, c'est cool parce que Sidonis, ça y est, j'ai failli l'écorcher, mais j'ai bien retenu. Sidonis, donc il y a un distributeur de Blu-ray DVD, a sorti un très beau coffret de tous les cycles, en fait, de tous les films de Roger Corman adaptés d'Edgar Allan Poe, dont il y a La chute de la maison Usher, etc. Et ils ont annoncé dernièrement, pour ceux qui n'ont pas envie d'acheter un coffret à plus de 100 balles, ils vont les ressortir en édition simple. En fait, tous les films vont ressortir en édition simple pour ceux qui veulent découvrir pas forcément tout, mais au moins les meilleurs. Parce qu'en fait, dans chaque cycle, il y a toujours un film qui est moins bon que l'autre. Et pour ma part, c'est un film qui s'appelle L'Enterré vivant, que je trouve le moins bon. Parce qu'il n'y a pas Vincent Price. C'est juste ça. Enfin, je pense qu'il y aurait eu Vincent Price, je leur donné un peu plus de valeur ajoutée. Donc voilà. Est-ce que tu as eu peur? Est-ce qu'il y a des moments, il y a eu des scènes qui t'ont fait... Ou mis mal à l'aise? Ouais, je pense qu'il y a des scènes qui m'ont un peu surprise. Parce que je pensais pas que ça allait arriver comme ça, ou surtout dans un film des années 60, etc. Mais j'ai pas envie de spoiler, donc je vais pas dire quelle scène. Mais j'ai pas vraiment eu vraiment peur, mais je dirais que ça m'a vraiment surprise et que j'étais un peu... je me demandais ce qui allait se passer, quoi. I did. But she's dead now.
The master hand of the macabre creates its masterpiece. Le deuxième film est réalisé, le deuxième film dont on va parler, est réalisé par l'un de mes réalisateurs préférés, et pas ma faute. Et Kevin, tu l'as vu. Oui. Et il s'agit de... Du Masque du démon. Commençons au XVIIe siècle avec une cérémonie de condamnation de Asa et de Igor, qui est, bon, lui il est déjà condamné, donc surtout Asa qui est une vampire slash démon slash sorcière slash Mesmer l'hypnotiseur qui se fait condamner par son propre frère qui est inquisiteur, et elle le promet de se venger à travers les descendants de son frère, et elle se fait carrément clouer un masque de démon sur le visage. Et ensuite on se retrouve 2 siècles plus tard, où nous faisons la connaissance de 2 médecins qui arrivent dans la ville dont j'ai oublié le nom, où se passe l'action du film. Et on rencontre en même temps Katia, qui est la descendante du frère d'Asa, qui est interprétée par la même actrice d'ailleurs, Barbara Steele. Et à cause d'un des andouilles de médecins, la sorcière va réussir à se réveiller et à réveiller Igor, et ils vont vouloir se venger. Alors, tu en as pensé quoi de ce film? Alors, j'ai beaucoup aimé, je me suis quand même posé pas mal de questions, mais ça on y reviendra sur la partie production, je pense. Ouais. Mais ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'aime beaucoup aussi le jeu de... C'est filmé en noir et blanc, mais il y a quand même un jeu sur le clair-obscur, sur la lumière, l'obscurité. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé, même en termes d'histoire, c'est plutôt bien construit, même si j'ai quelques réserves. Et j'ai beaucoup adoré les effets spéciaux qui ont quand même qui tiennent encore la route, hein, malgré le poids des années. Et la réalisation de Bava qui m'a beaucoup surpris. Dans quel sens? Pourquoi ça t'a Parce que je sais que Mario Bava est un excellent réalisateur, mais je m'attendais vraiment, comme l'a dit Aude, comme certains films des années 60, de temps en temps on fait des mouvements, des plans assez fixes, assez plan-plan. Enfin, là, il y avait quand même pas mal de mouvements de caméra qui étaient assez rares à l'époque. Beaucoup de travelling, beaucoup d'effets de zoom, qui ont clairement inspiré d'autres réalisateurs. Ah, totalement. Je suis d'accord avec toi sur le fait que Barbara Steele elle est incroyable dedans, en fait. C'est ses yeux. Oui, c'est vrai. Elle a un regard très particulier, Barbara Steele. Elle a des espèces de billes. Elle a des grands yeux, grands ouverts. Une espèce de bille, et elle est très impressionnante, en fait. Dès qu'on la voit, c'est waouh. Elle a un charisme aussi important. Et en fait, c'est ce film-là qui l'a réellement propulsé dans l'imagerie du cinéma gothique. Elle a fait d'autres films dans ce style-là. Elle a même tourné pour Roger Corman. Elle a participé à un film du cycle Poe. Elle joue dans La Chambre des Tortures, où elle est très bien dedans. Elle donne un réplique à Vincent Price. Et c'est l'un des meilleurs aussi. Tout est lié. Et elle est devenue vraiment, une icône en fait du film gothique. Séquence d'intro, il y a aussi des plans qui sont intéressants où, en vue subjective, on voit par exemple l'intérieur du masque. Ouais. D'ailleurs, il y a un jeu justement sur les regards, la vision, les yeux. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Mais
Tu parlais aussi des effets spéciaux qui sont vraiment impressionnants pour Pour l'époque. l'époque. Ouais. Même encore aujourd'hui, il y a des, Ouais, ça tient, il y a un plan que je trouve vraiment impressionnant, c'est quand la sorcière reprend vie ouais. et il y a ses yeux Qui se remplissent. qui se remplissent. C'est super bien fait. Et en fait, c'est des œufs pochés. C'est des œufs pochés. Bava a filmé des œufs pochés et en fait, après, au montage, il l'a mis à l'envers et en fait, on a l'impression que les yeux reviennent. Ouais, que ça revient. Et certains effets spéciaux ont été faits par le père de Bava lui-même, en fait, Oui. Eugenio Bava. Oui, Eugenio Bava qui était aussi un chef opérateur, qui travaillait dans le milieu du cinéma, qui était sculpteur aussi. Et tu as une interrogation par rapport à l'histoire, ça m'intéresse. Alors, j'ai eu plusieurs interrogations au cours du film, notamment surtout sur la deuxième partie, parce que le film est divisé en deux parties, d'ailleurs. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il n'est pas très long déjà de base, il fait 1h24 à peine, et il est quand même divisé en deux parties. Donc je me suis dit... Enfin bon, c'était pas ça l'interrogation. On sent clairement qu'ils savent pas ce que sont les personnages, qui sont des sorciers, des démons, des vampires, parce qu'on nous les présente... de toutes ces manières-là en fait. Donc on voit qu'ils sont pas totalement fixés sur ce que c'est. En plus il y a des références aux vampires, notamment les crucifix. Oui, bah oui. La chauve-souris là qui permet la libération de la sorcière. Batman t'a pas assuré là-dessus. Et enfin, voilà, c'est pas totalement clair si c'est des sorciers, des satanistes aussi, parce qu'on les présente comme des satanistes, des démons ou des vampires. Donc c'est... Moi, je pense que tu sais, après, j'ai pas forcément la réponse parce que c'est peut-être. Je pense qu'il y avait plusieurs scénaristes là-dessus. Oui, ils sont deux à être crédités, si je compte pas l'auteur du roman dont est basé le film. Mais apparemment, oui, ils sont beaucoup plus que ça. Et apparemment, ça a été clairement réécrit au cours du tournage. C'est pas mal improvisé. Je pense aussi, c'est pour comme c'était un film qui devait répondre à la Hammer. À la Hammer film, je pense qu'ils se sont dit on va mettre tout ce qui a fonctionné à la Hammer. Et à l'époque, à la Hammer, ce qui fonctionnait, c'était le cauchemar de Dracula. Donc c'était le Dracula de Christopher Lee, c'était donc c'est pour ça qu'il y a un côté vampirisme. Voilà. Et je pense ils ont voulu faire un match-up de tout ce qui fonctionnait. Mais la grande force en fait du film, c'est la réalisation, c'est le travail de Bava sur la lumière, sur la mise en scène, c'est Barbara Steele évidemment. Parce qu'on retient qu'elle en fait. Le masque du démon, c'est littéralement, vous aimez Burton, regardez d'où ça vient. C'est un peu ça l'idée. Surtout si vous aimez Sleepy Hollow, le masque du démon, c'est littéralement ça en fait. Même en termes d'ambiance, il y a clairement une inspiration. Ça, ouais. L'horreur, l'angoisse, la terreur sont des mots qui font frissonner. Mais ce ne sont que des mots qui ne peuvent qu'imparfaitement exprimer à quel point Le Masque du Démon est un film qui engendre des émotions extraordinaires. Le démon! La mort! J'ai vu la mort! Elle respire. Pour le coup, c'est le film le plus récent, entre guillemets. Donc c'est un film qui date de 1969 et qui s'intitule Le cercueil vivant. Alors, particularité, c'est que c'est une fausse adaptation d'Edgar Allan Poe. En fait, ils ont juste repris le titre, Le cercueil vivant, mais en fait, l'histoire n'a rien à voir. En fait, c'est produit par l'AIP, American International Pictures, donc qui est une société de production britannique. Et en fait, le film réunit Vincent Price, encore lui. Tout est lié. Tout est lié encore. Et attention, Christopher Lee. Quelle surprise! Donc il est réalisé par Gordon Hessler, donc qui est un réalisateur qui n'a pas marqué forcément l'histoire du cinéma. Ouais, je confirme. Mais en fait, il a fait
on peut considérer qu'il a fait 3 films importants dans le milieu du gothisme et dans le milieu du cinéma horrifique de début des années 70. Il a fait donc Le Cercueil vivant est son premier film en tant que réalisateur. Ensuite, il a fait Lâcher les monstres, qui est un film très intéressant dans le sens où il se passe plein de choses et en fait, quand tu regardes le film, tu te dis mais je comprends pas ce qui se passe, mais en fait, à la fin du film, tu comprends tout. Tout est lié, en fait. Et Lâcher les monstres, Lâcher les monstres réunit, encore une fois, Vincent Price, Peter Cushing et Christopher Lee, le mec est pas mal. Et son 3e film, il s'intitule Les Crocs de Satan, qui met en scène Vincent Price. Et là, pour le coup, là, c'est un film sur la chasse aux sorcières. Ça raconte l'histoire de 2 frères qui sont en Afrique. Donc ils sont britanniques et on est sous l'époque de la colonisation britannique en fait. Et donc l'un des 2 frères, malheureusement pour lui, se fait attraper par les habitants et en fait va subir une torture et il va être défiguré, littéralement. Et donc les 2 frères en fait quittent l'Afrique, retournent à Londres. Et l'un d'eux, donc qui est incarné par Vincent Price, lui retrouve sa fiancée, tout va bien dans le meilleur des mondes. Il vit sa vie, tout ça. Il vit sa vie, mais en fait son frère, qui est devenu à demi-fou et qui est défiguré, se cache en fait dans les combles du château, parce qu'il vit dans un château, et il veut plus sortir. D'accord. Parce qu'il est défiguré, il veut plus qu'on il veut pas qu'on voit son visage. Voilà, il veut plus. Et mais il se fait passer, je dirais, comme demi-fou parce qu'il n'est pas si fou que ça. C'est-à-dire qu'il va demander à l'avocat de la famille de l'aider et de faire en sorte qu'il sorte du château, de faire croire à tout le monde qu'il est mort, et pour aller voir une personne, un Africain, qui aurait la possibilité de le soigner, lui retirer la malédiction, je dirais, le fait qu'il soit défiguré. Tout en sachant que son frère n'est pas au courant de ça. D'accord. Et malheureusement pour lui, c'est que le truc va réussir. Il va être cliniquement mort, mais il va être enterré vivant. Mais à côté de ça, il y a un docteur qui fait des recherches, qui est incarné par Christopher Lee, qui demande à des gens de déterrer les corps, et pour lui, il peut bidouiller ce qu'il a envie de bidouiller. Et en fait, ils vont déterrer le gars qui est défiguré. Et le gars qui est défiguré revient à lui, évidemment, parce qu'il n'était pas mort, revient à lui et décide de se venger, retrouver toutes les personnes qui l'ont abandonné. Sauf son frère. Son frère, c'est un peu particulier, ils ont une autre... Ils sont en lien, quoi. Ils ont un lien. Mais en fait, tout le long du film, le frère défiguré, je vais l'appeler comme ça, parce que j'ai plus trop, je me souviens. Edouard, il s'appelle. On repense à ce qui s'est passé en Afrique et cherche... Et la question qui traverse tout le film pour ce personnage-là, c'est de savoir pourquoi lui a été défiguré, pourquoi il a subi ça. Et ça, vous le saurez en voyant le film. Ce qui est intéressant dans ce film-là, en fait, c'est son histoire aussi, dans un sens, l'histoire de production, je veux dire. C'est que Gordon Astley, en fait, a remplacé un réalisateur au pied levé. Le film, de base, devait être réalisé par son co-scénariste, qui s'appelle Michael Reeves, qui était un jeune réalisateur prometteur dans fin des années 60, début des années 70, qui aurait pu être peut-être un grand nom du cinéma d'horreur britannique. Parce que le premier film qu'il fait, c'est un petit budget, et il a comme actrice Barbara Steele. En fait, il s'intitule La Sœur de Satan. Donc c'est son premier film à Michael Reeves, donc il dirige Barbara Steele. Second film qui s'intitule La Créature Invisible, il dirige Boris Karloff, donc le monstre de Frankenstein des années 30. Troisième film, qui est son meilleur film, parce que même s'il a un petit budget, parce que c'est des films à petit budget, mais son dernier film est plus intéressant parce qu'il y a une réalisation beaucoup plus travaillée,
C'est avec Vincent Price et c'est le Grand Inquisiteur. Et Michael Reeves, malheureusement, avait des gros problèmes psychologiques et il est mort à l'âge de 25 ans. Ah, c'est très C'est jeune. très très jeune et en fait il devait faire le cercueil vivant parce qu'il en était le co-scénariste. Déjà il est toujours crédité dans le film et il devait le réaliser. Malheureusement il a mis fin à ses jours. J'ai choisi ce film là parce qu'en fait le film montre deux facettes. Le gothisme, donc on est encore des châteaux, on travaille sur la lumière, des forêts filmées voilà, à la manière de Mario Bava ou autre, mais il a un pas sur la modernité, dans le sens que le cercueil vivant se rapproche presque du slasher. Parce que le frère en question qui est défiguré, à un moment donné, pour cacher son visage, il porte un masque entièrement rouge, et quand il tue des gens, c'est très graphique. C'est pas tout à fait gore, mais on n'en est pas loin. C'est-à-dire qu'on voit les égorgements quand même, on voit le sang. Alors c'est sûr que vu le budget, tu vois bien que le sang est déjà sur le couteau et il fait ça, et voilà. Mais on comprend l'idée. Et surtout, c'est que c'est plutôt un gothisme, c'est plus un gothisme, tu sais, classe. Tu vois, il n'y a plus ce côté... quand tu regardes Le Masque du Démon ou La Chute de la Maison Usher, par exemple, il y a un côté très classieux, mine de rien. Il n'y a pas ce côté sale. Tous les personnages, y compris même le frère qui retrouve sa fiancée, donc incarné par Vincent Price, ont quelque chose à se reprocher. Il n'y en a pas un qui est blanc comme neige, je dirais. Il y a toujours une zone de gris. Et le frère qui est défiguré, au premier abord, en tant que spectateur, on prend pitié pour lui, on est avec lui, mais au fur et à mesure du film, on est un entre-deux. On se dit, ouais, mais tu tues des innocents quand même. Enfin, tu sais, t'es prêt à tuer. Ouais, tu te venges sur n'importe qui. Enfin, il se venge pas sur n'importe qui. Ah, c'est ce qu'on pourrait penser. C'est ce qu'on pourrait penser, mais en fait, non, il se venge pas sur n'importe qui. Mais de là à tuer, non. Voilà. En même temps, c'est ça, en fait. Et il y a toujours cette nuance-là. Et y compris même Vincent Price, que je trouve là, pour le coup, encore une fois sobre. Il paraît extrêmement très gentil, aimant son frère, même s'il essaye de l'aider. Mais en fait, on comprend aussi au fil du film que il n'est pas si innocent que ça. Il n'est pas coupable, je dirais, du fait que son frère a subi ça, mais... Il a des intérêts là-dedans, quelque chose. Alors, il n'a pas des intérêts, mais je dirais plutôt que il a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Et aussi, et surtout, je pense aussi que le film dénonce très clairement la colonisation britannique et le côté, on a un peu honte de ça. C'est un peu ça en fait. C'est vraiment, en fait, le film parle de rumeurs, du fait de la colonisation britannique et de tout ce que ça implique. Le film parle de ça en fait, montre très clairement que y a des gens, ils ont beaucoup de remords, ils ont beaucoup de... Il y a un petit côté conséquence de nos actes. Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont c'est filmé. Parce qu'en fait, Gordon Hessler met un pied littéralement dans la modernité. Pourquoi ? Parce qu'il utilise certains plans qui n'est pas du tout dans l'air du temps, je dirais, de l'époque. À un moment donné, il y a toute une séquence. En fait, la séquence d'introduction, c'est la séquence qui se passe en Afrique, où tu vois le personnage, donc le frère défiguré, subir ça. Mais tu ne vois pas son visage. Tu ne vois pas son visage normal. Tu ne le vois jamais. Le parti pris, c'est que tu vois juste son corps, mais tu ne vois jamais son visage. Et il filme, donc il y a un Africain, une espèce de sorcier, qui lui fait des trucs bizarres, voilà. Et en fait, il a pris il filme cet acte-là avec un objectif qui déforme un peu l'image. C'est très, très étrange, mais ça rend super bien parce que ça rajoute quelque chose de très moderne, en fait, mine de rien. Et même dans les meurtres, il y en a pas beaucoup, mais il y en a. C'est un côté très cuté.
un côté très... on est limite à pratiquement presque à du Dario Argento. Dans sa manière de filmer les meurtres de Dario Argento, c'est très cuté. Enfin, c'était très cuté. Surtout dans cette giallo, je pense à Les frissons de l'angoisse, par exemple, ou Quatre mouches de vol en gris. C'est très cuté, ces meurtres. On voit le coup de couteau, hop, on reprend un autre plan, où on voit un autre coup de couteau et tout ça. Et dans le cercueil vivant, il y a ça. Il y a déjà ça. Et j'ai choisi ça parce que, voilà, il y a un côté très moderne. C'est à la fois, on reprend les codes du gothisme et de l'époque, on reprend les acteurs emblématiques, parce que, bon, t'as dit, mais Vincent Price et Christopher Lee dedans. Christopher Lee qui, pour le coup, a un petit rôle, parce qu'il joue juste le médecin qui se trouve mêlé à cette histoire-là, mais qui ferme un peu sa bouche. Pourquoi ? Parce que s'il dit quelque chose, automatiquement, il va être dénoncé, parce qu'il paye quand même des gens pour retirer des cadavres dans leur tombe, et puis lui, il trifouille les corps. Donc voilà, en fait, voilà, c'est comme je disais, tous les personnages ont quelque chose à se reprocher. Voilà, et le cercueil vivant, c'est du gothisme violent, et donc on ne peut pas le regarder en famille, ça c'est clair. Ouais. Ça, c'est évident. Désolé les enfants. Désolé les enfants. Et en même temps, voilà, c'est un pas vers le giallo, un petit peu, voilà, on arrive à du giallo, du slasher, on ne sait pas trop où on en est à ce C'est moment. encore un hybride qu'on... Oui, voilà, c'est encore un hybride. C'est totalement un hybride. Et c'est un film que je vous laisse découvrir, parce qu'en fait, il est sorti en DVD Blu-ray chez ESC Éditions, qui font d'excellentes éditions. Ils ont sorti les 3 films en fait, de Gordon Hassler dans la même édition, enfin pas dans le même pack, mais voilà, ils ont sorti les 3 films que j'ai cités, et je voulais vraiment, voilà, c'est un film curieux, dans le sens où qui bouscule un petit peu, voilà, il se dit, voilà, c'est la fin de quelque chose, et je sens que le truc qui va arriver après, je le mets quand même dedans, quoi, même si je ne sais pas encore ce que je fais. Donc c'est plutôt rigolo à voir. Et c'est toujours cool de voir Vincent Price dans des rôles autres. Et surtout Christopher Lee de voir dans des rôles, même si c'est un petit rôle, mais dans un rôle différent. Parce que Christopher Lee a toujours été habitué à des rôles comme... il a fait, je crois, 7 ou 8 Dracula. Il a fait toujours... C'est pas le premier à avoir fait Dracula, mais c'est celui que tout le monde... C'est le plus culte, en fait, le plus connu. Enfin... Ouais, oui, c'est plus culte. Et voilà. Et il voulait se détacher de ça aussi. Et on comprend pourquoi. Parce que quand tu vois les autres films de Dracula, j'en parlerai plus tard. Mais voilà. Et je trouve que c'est super intéressant de voir Christopher Lee dans un rôle différent. Qui n'est pas nécessairement le grand méchant de l'histoire, en fait. C'est plutôt quelqu'un qui a des choses à... Christopher Lee ne fait pas le méchant. Voilà, Christopher Lee ne fait pas le méchant dans ce film, c'est quelqu'un qui a des choses à se reprocher et qui est bloqué. Qui est bloqué littéralement. Mais c'est aussi ce qui est intéressant aussi, et je finirai par ça, c'est que le film aussi aborde un sujet qui est très rarement abordé, mine de rien. C'est cette idée qu'un tueur a une vie sexuelle. Le tueur, donc le frère des figurés, a une vie sexuelle. C'est-à-dire qu'il tombe amoureux, peut-être pas amoureux, mais il a un désir profond pour quelqu'un dans le film. Et je vous rassure, la femme est consentante, il n'y a pas de problème là-dessus. Et on le voit. On ne voit pas la scène d'amour, mais on comprend ce qui va arriver. Et c'est pareil, quand il se retrouve dans le bar où il y a des prostituées, et il va en profiter. Voilà. Même si c'était pas cherché dès le départ, mais il va en profiter tout de même. Donc voilà, le film aborde aussi ça. C'est vrai que d'habitude, quand on pense aux films d'horreur, aux films d'épouvante, ça, c'est généralement justement ceux qui ont une vie sexuelle, disons, débridée, qui sont punis généralement pour le tueur. Donc c'est vrai que là, ça fait... Là, pour le coup, dans ce film-là, non. Le tueur en question a une vie sentimentale, je dirais, et une vie sexuelle.
Donc moi, je trouve ça intéressant, c'était très rarement abordé. Si vous voulez voir un film où justement, il n'y a pas de bon et de mauvais d'un côté, mais il y a des zones de gris, je vous invite à découvrir Le Cercueil Vivant. Tu as attisé ma curiosité. Ah, je suis prêt. D'accord. Waking up in that horrible oblong box, no air to breathe, every shovelful raining down on the lid. God, Trench, do you know what that means? It means that my brother was buried alive. Merci à vous deux d'avoir partagé votre avis. Merci de nous avoir invités. Oui, merci de nous avoir invités. Moi j'avais envie de revenir un peu à ce côté de cinéma, parce qu'au départ l'émission c'était vraiment une discussion avec des gens et pas moi tout seul en train de faire les œuvres au montage et mettre des Mickey Mouse un peu partout. Mais voilà, c'est ça le concept de l'émission aussi, puisqu'on peut parler ensemble de thématiques et de cinéma, et voilà. Et puis je me suis dit, voilà, pour Halloween, ça peut être sympa de parler justement d'un style de film horrifique, mais pas dégoûtant. Voilà, c'est plus en termes d'ambiance, et plus accessible aussi, je dirais, au plus grand nombre. Parce que bon, après, parler de gore ou tout ça, c'est un petit peu... voilà, c'est plus trop tout public, quoi. Bah non, voilà. Que là, cette fois-ci, là, le gothisme, c'est beaucoup plus large, en fait. Donc, après, bien sûr, il y a des films gothiques qui sont pas forcément tout public. Il y en a, ils sont un peu plus corsés. Tu as des noms? Oui, j'en ai un. J'ai un film qui s'appelle Le corps et le fouet, réalisé par Mario Bava, encore lui. Rien que le titre, j'en dis pas plus. Voilà, là pour le coup, c'est pas tout public. Plus généralement, le gothisme au cinéma, c'est quand même reste tout public. Et voilà, moi je connais un enfant de 10 ans qui a découvert, qui a fait tous les cycles Roger Corman, et il a passé un excellent moment, il a adoré. Bon, il adore Chair de Poule, la série, donc j'ai quand même eu peur hein, quand tu as dit qu'un enfant de 10 ans a fait tout. Je croyais que tu allais dire le film que tu viens de citer. Non, Oh mon Dieu. non, pas du tout. Mais voilà, il y a un enfant de 10 ans qui a découvert le cycle Roger Corman avec la suite de La Maison Usher et tout ça, et il a beaucoup aimé. Comme c'est accessible, ça peut être Voilà. sympa à regarder en famille. Voilà, oui, voilà, c'est pas un film horrifique à ce point-là. Le Masque du démon, par contre, non. C'est un petit peu plus... c'est pas gore, on le redit, mais c'est un peu plus violent quand même. Et Le Cercueil Vivant, non. Non, là c'est un petit peu plus poussé en termes de violence, entre guillemets. Je vais annoncer la prochaine émission, là, enfin, pas les émissions courtes, mais la grosse émission, qui sera pour le mois de novembre, parce qu'au mois de novembre, il y a un documentaire Netflix sur un acteur, réalisateur, scénariste, producteur, chanteur. Oh. Ouais, oui. Mais... Ah, oui. c'est vrai qu'il... Chanteur, mais au moins une fois. Deux fois. Et donc c'est un documentaire Netflix sur un acteur culte, mine de rien. Une légende du cinéma. Une légende du cinéma américain, ouais. Il y a déjà un teasing dans l'image, cherchez. Et ce sera un cinéma spécial Sylvester Stallone. Parce que Netflix a produit un documentaire sur lui, qui sera à peu près dans la même veine que celui d'Arnold Schwarzenegger, qui est un excellent documentaire, je vous le conseille vraiment. Et voilà, on s'est dit, c'est cool, on va faire un truc sur Stallone, mais nous n'allons pas parler de Rocky ni de Rambo, sinon c'est trop facile. On va choisir des films qui justement est hors Rocky, hors Rambo. Je vous donne rendez-vous pour ce Cinéma In spécial Stallone. Je vous donne rendez-vous aussi pour le Cinéma In consacré au cycle Frankenstein de la Hammer. On revient toujours à la Hammer. Et tout est lié. C'est incroyable. Voilà.
Non, Stallone n'a jamais tourné pour la Hammer. Non, mais il a tourné pour Roger Corman. Il a tourné pour Roger Corman, ouais. Donc tout est lié. Ouais. Et donc je vous dis à la prochaine. Aimez le cinéma. Ciao.